Bonjour et bienvenue à 24 heures de réalité. Je suis Lizzie Kendrick, je suis responsable de la communication de la stratégie numérique au Climate Reality Project. J'aimerais vous accueillir dans notre premier dialogue qui va explorer les questions de transition sur le globe. Cette année, 24 heures de réalité, lumière sur l'espoir et les solutions, vise à mettre l'accent sur tous les progrès incroyables réalisés par des gens issus de tous les milieux dans notre combat contre la hausse des températures et pour construire un monde durable. C'est un jour pour partager des histoires, des idées, voir ce qui marche, comment faire la différence, trouver l'espoir et l'inspiration, et ensuite revenir dans nos communautés et nous mettre au travail. Nous avons conçu ces dialogues mondiaux pour nous aider à tirer ce processus, partager des idées de défenseurs de causes parmi tous les continents, de manière à pouvoir apprendre ensemble et à construire un mouvement fort pour gagner. Je suis ravie parce qu'aujourd'hui, nous avons un panel formidable pour démarrer cette conversation. Je suis particulièrement enthousiaste à l'idée d'accueillir Masayoshi Ayoda, qui se spécialise dans la communication sur le climat, qui est impliqué dans de nombreux groupes au Japon, qui a aussi été formé comme leader Climate Reality à Tokyo en 2019. Et aujourd'hui, il va nous parler de son travail avec 350.org Japon sur les propositions des parties prenantes et de l'action des Japonais qui demandent à leur mégabanque de faire la transition vers une énergie propre. Ensuite, j'aimerais accueillir Goshia Richlik. Goshia, qui a travaillé dans le secteur privé et non gouvernemental sur plusieurs programmes, se spécialise dans la communication et le développement. Elle a aussi été formée en tant que leader Climate Reality et elle va nous parler des travaux de Climate Reality dans les programmes de transition équitable en Europe. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Angela Johnson. Angela, qui est une défenseuse de l'environnement à Memphis, dans le Tennessee, qui est investie dans la prospérité de sa communauté. Elle travaille particulièrement dans le développement de la jeunesse car elle est convaincue que les enfants ont besoin d'avoir accès à des individus qui se soucient d'eux, à des environnements sûrs et à un développement sain. Et maintenant, pour démarrer, j'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un qui connaît quelque chose d'ailleurs sur la transition énergétique, le changement climatique, notre ancien vice-président américain Al Gore. Eh bien, merci à tous, merci. Je vous souhaite la bienvenue à notre premier dialogue de cet événement. Sans l'appeler Lumière sur l'espoir et les solutions. Nous avons vu beaucoup de progrès cette année sur l'action climatique, en particulier du fait de la passion de jeunes militants. Aujourd'hui, nous allons mettre la lumière sur le travail positif que ces militants ont réalisé dans leur communauté. Dans ce premier des 4 dialogues, nous allons nous concentrer sur l'importance d'une transition juste vers une énergie propre, une transition équitable. Le secteur de l'énergie génère 34% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Le fait de brûler du pétrole, du charbon et du méthane pollue notre planète, mais a aussi un impact néfaste sur les communautés en première ligne. La transition vers une énergie propre est critique pour réduire les émissions, mais aussi pour nous assurer que les communautés ont accès à de l'eau et de l'air propre et à des emplois sains. Donc, nous allons entendre les témoignages de 3 individus qui ont été témoins de ces défis et qui ont essayé de travailler pour accélérer cette transformation vers une transition. Donc, nous allons démarrer tout de suite. Tout d'abord, j'aimerais vous demander pourquoi est-ce que une transition équitable est importante pour là où vous vivez et pour votre communauté. Angela, si vous pouvez commencer. Alors, tout d'abord, merci, c'est un honneur d'être ici. En ce qui concerne une transition équitable, une transition énergétique pour ma communauté qui soit équitable, eh bien moi, j'ai grandi dans une communauté où on brûle
beaucoup de combustibles fossiles. Et je suis revenue dans cette communauté quelques années plus tard. Et c'est là où, enfin, je ne me rendais pas compte à quel point ces usines ou ces centrales étaient polluantes. Mais lorsque j'ai entendu parler d'un projet de pipeline dans ma communauté, je me suis dit non, ça suffit. C'était le pipeline et le fait que dans ma communauté, il y avait des jours sans cesse où ça sentait mauvais dehors, où il y avait une espèce de brouillard, où on avait l'impression de sentir du caoutchouc qui brûlait. Et je me suis dit, ça suffit. Et c'est ce projet de pipeline qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait. Et c'est là où je me suis dit que je devais commencer à agir. Donc, pour moi, une tr- pour moi, cela veut dire que il faut arrêter de permettre à ces entreprises de fonctionner, d'opérer dans nos communautés, parce que généralement, lorsque ces projets sont conçus, en fait, ils s'installent dans des communautés défavorisées qui ne sont pas vraiment engagées, qui sont affectées par toutes sortes de facteurs socio-économiques, et ce sont des communautés où beaucoup de résidents sont noirs. Donc, pour ma communauté, je dirais que c'est une opération de libération par rapport à ces combustibles fossiles. Eh bien, merci beaucoup, Angela. Quelle victoire pleine d'espoir pour votre communauté. J'ai pu me rendre euh, sur le terrain et je dirais que c'est une... Bon, le combat continue, mais c'était une belle victoire. Donc, merci beaucoup euh, pour ces premières remarques. Alors, d'après vous, quel est le plus grand défi à surmonter pour qu'une transition équitable soit viable dans votre communauté? Gauchia, pouvez-vous répondre à cette question? Merci pour cette question. Alors, il y a des défis multiples que nous devons surmonter en Europe centrale et dans les Balkans, et nous sommes très actifs là-dedans. Je pense que le défi le plus grand, c'est que nous devons motiver les décisionnaires à mettre en œuvre des changements. Tout d'abord, il y a une confrontation au niveau de la transition et c'est lié à l'extraction du charbon. Bon, il s'agit de réduire l'émission de gaz à effet de serre, donc ça, c'est un premier défi. Mais ce secteur minier a joué un rôle très important sur le plan historique dans ces régions pour la croissance et le développement. Donc, nous devons prendre cela en compte, mais prendre aussi en compte le besoin de changement. Une autre raison, c'est la crainte, le manque de confiance vis-à-vis de ce changement. Je pense que c'est une réaction humaine tout à fait naturelle, cette hésitation, cette crainte par rapport au changement. Mais c'est très sensible dans nos pays, dans les Balkans de l'Ouest, en Europe centrale. Bon, je ne vais pas, c'est quelque chose de très, tr- qu'on ressent beaucoup pour des raisons que je ne vais pas approfondir. Et puis, en ce qui concerne la planification à court terme, je dirais que nos leaders mettent beaucoup de temps, sont assez lents en fait, mais nous n'avons plus de temps. Certes, il faut bien planifier cette transition, mais il faut pas s'y prendre au dernier moment pour éviter de perpétuer l'injustice. Et enfin,
Par rapport à la guerre en Ukraine, on voit que il est risqué pour nous d'en revenir à la façon de vivre à l'ancienne, d'en revenir au charbon. Il faudrait faire ce bond vers la transition verte. On n'a plus beaucoup de temps. Nous avons déjà les solutions, mais nous devons faire preuve d'un peu plus de courage pour les mettre en œuvre. Très bien. Oui, c'est fascinant. Merci beaucoup. Alors maintenant, le membre du panel numéro 3. Comment est-ce que vous avez motivé les gens pour qu'ils agissent par rapport à cette question dans votre communauté? Masayoshi, merci beaucoup pour cette question. Alors, en tant que membre de 350 Japan, nous essayons d'émettre des propositions pour la justice climatique, en particulier en ce qui concerne les mégabanques japonaises. Dans le cadre d'une campagne, nous avons créé des possibilités de dialoguer sur l'injustice de certains projets. Et dans notre campagne, nous avons encouragé les gens à parler avec les services clients des 3 grandes banques japonaises. Nous les avons encouragés à parler de leur politique climatique. Et cette année, 124 citoyens nous ont rejoints en février pour cette action. C'était une action réussie d'avoir tant de gens. Et donc, c'était, vous savez, au Japon, cela nous a c'était difficile d'avoir des gens qui rejoignent notre combat, mais nous sommes arrivés à le faire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour les gens qui regardent cette réunion et qui veulent s'impliquer dans le mouvement? Angela. Alors, tout d'abord, ne pensez pas que vous êtes seul. Il y a d'autres gens comme vous, d'autres gens qui pensent comme vous, qui ont peut-être déjà démarré des organisations. Vous devez simplement remplir un formulaire pour être bénévole, envoyer un courriel, et je suis sûre que ces gens vont vous répondre, vont vous accueillir à bras ouverts parce qu'ils ont besoin de gens sur le terrain. Par exemple, lorsque ce projet de pipeline a été démarré, en tant que personne, individu, qu'est-ce que je pouvais faire? Je suis allée sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passait dans ma communauté, qui se regroupait autour de ce problème. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'organisation à Memphis qui s'en occupait. Je les ai contactés, j'ai participé à une réunion en ligne et j'ai dit comment est-ce que je peux aider? Et en fait, j'ai participé à une première action qui consistait à ramasser des ordures. Bon, c'était pas peut-être très glorifiant, mais c'était une opération, un début. Donc, si vous êtes prêt à aider, que vous avez un petit peu de temps, que vous êtes passionné, les possibilités sont là. Vous n'êtes pas tout seul. Il s'agit d'être unis et nous sommes unis pour un but commun. Bravo. Alors, est-ce que la communication narrative joue un rôle dans votre action? Alors, oui, vous savez, les nombres abstraits, les estimations financières, les recherches scientifiques n'ont pas vraiment d'impact dans notre communauté. Il s'agit de raconter quelque chose qui est humain
Et c'est un mode de communication beaucoup plus efficace. Et en Pologne, l'un des pays sur lequel nous concentrons, en ce qui concerne le programme de transition équitable, nous avons fait un petit documentaire sur ce processus de transition dans la région qui dépend le plus du charbon en Pologne. C'était l'histoire d'un jeune militant qui examinait certaines perspectives. Et il y a tant de gens de milieux différents qui partagent les mêmes objectifs. Et enfin, nous espérons que nous pouvons contribuer à une meilleure compréhension de cette question parmi les citoyens de cette région. De cette manière, nous pouvons aussi vraiment toucher le cœur des gens, pas simplement leur cerveau. Et cela nous aide à encourager les gens à vraiment prendre en main le destin, le futur de leur région. Merci, merci beaucoup. Merci à tous pour une discussion fantastique. Et maintenant, nous allons répondre à des questions du public. Et pour gérer ces questions, je vais redonner la parole à Lizzie. Mais avant cela, j'aimerais encore une fois remercier les militants passionnés qui se trouvent sur notre panel, Masayoshi, Goshia et Angela. Merci beaucoup. Votre travail est essentiel dans notre combat et nous vous remercions d'avoir partagé votre expérience, d'inspirer les autres à agir dans leur propre communauté. Et maintenant, je vais redonner la parole à Lizzie pour les questions. Mais merci beaucoup, Lizzie, à vous. Merci beaucoup pour cette conversation fascinante. Nous avons quelques questions qui ont été posées par les participants. Je vais vous les poser. Commençons avec celle-ci. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer que vous incorporiez les voix, pardon, les voix des membres des communautés les plus vulnérables? Comment est-ce que vous les avez impliqués de façon active dans le processus? On va commencer avec Oshia. En Pologne et en Kosovo, sont les deux pays sur lesquels nous nous concentrons essentiellement. Nous voulons nous assurer que nous pouvions connecter avec les communautés locales. Et nous avons fait de façon à ce que la transition équitable soit comprise et nous avons contacté des militants qui ont l'expérience, qui ont l'expertise, qui savent travailler dans ce domaine déjà, de façon à ce que l'on tienne compte les membres les plus vulnérables, qui sont certainement dans la solution la plus précaire. Et il fallait connecter avec les gens sur le terrain qui font partie de la conversation. Et maintenant, ce que nous cherchons à faire, c'est de construire cette connexion, surtout avec les membres de la communauté les plus vulnérables, savoir ce qu'ils craignent, ce qu'ils ont à dire et l'inclure dans notre message et influencer les décideurs d'agir et d'inviter, par exemple, les militants locaux, les membres des communautés locaux, pour qu'ils parlent d'un plan de transition équitable. Et nous voulions que les militants locaux de participer et de faire des recommandations de façon à ce que leurs voix sont entendues. Et ce document qui a été rédigé est parallèle au plan que nous avions mis en place et sont donc importants d'inclure les personnes qui sont les plus impactées. Angela, je vous pose la même question. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer que vous incorporiez les voix des membres des communautés les plus vulnérables? Ce n'était pas quelque chose que je faisais toute seule, c'est quelque chose que nous avons fait tous. Ça a commencé avec les associations du quartier
de faire que tout le monde dans la communauté, dans le quartier, soit engagé, que ce soit par des réseaux sociaux, que ce soit par des personnes qui ont progressé mais qui revenaient pour participer. Et nous avons incorporé les plateformes de réseaux sociaux, des appels Zoom ou autres moyens et contacter les communautés avec un système traditionnel de porte-à-porte et de réunir, de rencontrer tout le monde, que ce soit au supermarché ou dans les parkings des supermarchés, de parler aux églises, de parler avec différentes communautés, et de tenir des manifestations, des discussions, créer des occasions pour faire passer le message et de vivre au sein de la communauté rendait les choses plus faciles, bien sûr. Cela permettait d'avoir accès à d'autres membres de la communauté qui ne connaissaient peut-être pas ce mouvement et qui se tenaient pas au courant de ce qui était dans les nouvelles. Donc, nous assurer que nous étions visibles et que nous avions ces conversations dans nos quartiers, de faire que le sujet soit constant. Ça, c'est vraiment la façon dont nous avons pu engager avec les communautés. Merci. Et Masayoshi, comment est-ce que ça marche au Japon, qui soit peut-être différent que d'autres pays? Qu'est-ce que vous avez fait de façon à ce que vous incluiez les voix des membres les plus vulnérables des communautés? Merci de cette question. Au Japon, comme vous le savez, nous avons tellement de catastrophes chaque année, des typhons, des pluies, de fortes pluies. Donc, nous cherchions à euh, connecter avec les victimes de ces catastrophes et de les inviter à parler, à prendre la parole pour expliquer l'impact qu'ils ont pu avoir avec ces catastrophes. Et c'était des voix très puissantes pour demander une action concernant le climat. Donc, ce genre de partage faisait qu'on entendait leur voix et que c'est une partie importante de nos efforts. Et aussi, le besoin de partager ces voix dans les pays en développement, tels que les pays asiatiques, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de zones vulnérables. Et aussi, le gouvernement japonais et les industries et les entreprises japonaises cherchent à soutenir une infrastructure et le gouvernement japonais et les groupes industriels cherchent à justifier l'utilisation d'ammoniac ou autres technologies à base d'hydrocarbures. Mais il y a aussi des solutions. C'est pourquoi il nous faut accélérer cette transition équitable à des renouvelables à 100%. Les solutions qui existent déjà pour éliminer les anciennes techniques et offrir des solutions qui sont utiles et pas celles qui ne sont pas utiles pour atteindre le trajectoire de 1,5 de justice climatique. Donc, nous avons un réseau avec des ONG. Nous cherchons à connecter avec les militants climatiques qui luttent au nom de la justice du climat et de façon à faire entendre leur voix aussi au Japon. Merci beaucoup. Bon, une autre question du public. Dans un monde idéal, quelles ressources auriez-vous pour poursuivre l'impact de votre travail? Angela, on va commencer avec vous. C'est une très bonne question.
Et je dirais que tout d'abord, les ressources essentielles seraient des dollars supplémentaires que l'on pourrait allouer aux communautés telles que la mienne, de façon à ce que nous puissions mieux engager les personnes qui y habitent, avoir des lois qui les soutiennent de façon à ce qu'ils puissent faire face à ces compagnies, parce que ce n'est pas impossible. Et ça peut être un peu euh, di- euh, effrayant de faire face à ces entreprises de milliards de dollars et qui ne s'intéressent absolument pas aux communautés. Et donc, avoir les fonds nécessaires alloués à ces zones, à ces régions qui sont dans le besoin, nous aurions le soutien financier pour poursuivre notre mission et notre travail. Masayoshi, et pour votre travail, si vous aviez une baguette magique pour obtenir toutes les ressources dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous feriez avec cette baguette magique? C'est, c'est une question très intéressante parce que la société civile japonaise confronte des difficultés pour avoir suffisamment de ressources pour agir dans notre mouvement. Mais laissez-moi, surtout au Japon, nous vivons une injustice sociale en ce qui concerne la justice des genres entre les générations et justice raciale aussi. Il nous faut donc donner le pouvoir aux gens, au peuple, pour effectuer cette justice sociale à tous les niveaux de la société d'ailleurs. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de pouvoir politique, donc peut-être que le fait est que nous avons beaucoup de personnes impliquées, donc le pouvoir du peuple, pour pouvoir élargir, faire connaître notre opinion et faire entendre notre voix. Nous avons besoin de personnes qui nous soutiennent. C'est le pouvoir du peuple et ce sont nos ressources. Et ce sont les ressources que nous avons pour la justice du climat. Mais nous en avons plus. Nous avons besoin de plus. Voilà. Ngoshia, et vous? Quelles sont les ressources qui vous manquent, que vous aimeriez avoir plus? Oui, c'est une bonne question. Je crois du côté pragmatique, je serais d'accord avec Angela sur le financement. Les gens qui veulent effectuer cette transition, nous confrontons une industrie qui a des fonds sans limite et c'est une situation frustrante et nous sommes dans une position injuste quand on les confronte. Et je crois que ça, c'est une des choses. Et une autre chose que je dirais, c'est que nous devons avoir plus de soutien de la part de la presse, des médias, de façon à ce que nous puissions mieux contacter les gens, de façon à ce qu'ils comprennent le défi que nous confrontons. Et euh, il y a un peu plus de place pour que les médias participent à ce mouvement climatique et pour des gens connus, de façon à ce qu'ils puissent plaidoyer au nom du climat d'une façon sincère plutôt que de façon de greenwashing. Et lorsque l'on parle de ressources, si nous avons le courage et l'espoir comme ressources, cela nous permettrait d'avancer aussi à part les solutions qui sont pragmatiques parce que ce sont les ressources dont on a aussi besoin pour permettre le changement dont on parle. Merci. Nous avons une question pour Angela.
Angela, est-ce que vous pourriez nous parler de l'importance du recours à à la narration lorsqu'on vous luttez contre les oléoducs? Ah oui, la narration, c'est tout. Mais c'est la source de tout. Par exemple, quand je parle des pipelines, vous ne savez pas combien c'est négatif jusqu'à ce que vous rencontriez les gens qui seront très impactés dans votre quartier et vous rendre compte qu'ils allaient perdre leur terre, que quelques familles allaient perdre de leur terre qui est passée d'une génération à une autre. Et ces deux entreprises menacées, les menaçaient et allaient prendre leurs terres. Et à part le fait d'entendre d'entendre leur situation et les entendre parler de leur situation, vous voyez la peur dans leur visage et la colère dans leur regard. Euh, Vous ne pouvez pas fermer les yeux devant des familles qui sont menacées, qui sont touchées, surtout des familles qui qui, qui savent que ce n'est pas nouveau, que c'est une situation historique. Vous avez des familles afro-américaines qui sont continuellement attaquées par ces entités qui considèrent qu'ils ont qu'ils sont tout à fait justifiés et d'écouter ces gens, de voir leur visage. Cela met les choses dans une autre perspective, cela fait voir les choses différemment et et les représentants gouvernementaux ne peuvent pas ignorer le pouvoir d'entendre ces gens, comprendre leur douleur. Donc oui, la narration est très importante. Merci de nous en parler. Je crois que les histoires sur cette pipeline très, a beaucoup d'impact. Et surtout pour moi, en tant qu'Américaine, les histoires que nous entendons aussi d'Europe et du Japon sont des histoires qui ont beaucoup d'impact aussi. Et cela fait partie de notre événement de 24 heures de réalité. Et une dernière question, nous nous concentrons sur des solutions et sur l'espoir. Et j'aimerais savoir ce qui vous donne de l'espoir dans le travail que vous faites. Goshi, je commencerai avec vous. Je crois que connecter avec les gens, et c'est quelque chose que j'ai mentionné lorsque je répondais à la question sur le conseil que nous pourrions donner. Je crois que la connexion avec les gens qui luttent pour la même cause, qui pensent de la même façon, c'est une ressource renouvelable. Cela nous donne l'espoir et le courage et l'enthousiasme et cela est communicatif. Et c'est quelque chose qui me donne de l'espoir. Il y a de plus de gens qui veulent participer à ce mouvement et qui comprennent combien cette situation est sérieuse. Et c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir. Masayoshi, et vous, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Hmm, J'aimerais dire tout d'abord, le, je, je pense que nous confrontons la réalité de la crise climatique, de l'urgence climatique. Et nous devons agir ensemble. Nous devons comprendre les, les résultats scientifiques et les données scientifiques parce qu'il y a des faits très sérieux comme les rapports qui nous sont donnés. Et ce devrait être aussi un point de départ. Nous avons besoin d'espoir. Nous avons besoin de solutions pour l'avenir. Ce qui me donne de l'espoir, c'est votre travail
et le travail de nous tous. Et je sais qu'il y a tellement de mouvements de base, tellement de mouvements communautaires et il faut agir. L'action elle-même est une source d'espoir. L'action, donc, quand on agit, il y aura de l'espoir. Je crois que qu'il y a des millions de militants qui travaillent dans la rue, dans les communautés pour exiger que l'on agisse, faire pression auprès des gouvernements et auprès des industries. Par exemple, le COP27 arrive bientôt. C'est un COP en Afrique et je sais qu'il y a tellement de militants qui luttent pour les projets qu'on appelle ECOP, les projets d'oléoducs et de gazoducs en Afrique. C'est un projet important en combustible fossile et qu'il empêchera l'émission de CO2, qui d'ailleurs a un impact sur la société africaine. Il y a tellement de militants ou de leaders communautaires qui parlent au nom de la justice. Et je sais que les banques japonaises soutiennent des projets comme ECOP, comme Mitsubishi et d'autres. SMBC est une des banques japonaises les plus importantes, soutient ECOP comme conseiller financier. C'est un projet en Afrique qui a un rapport très étroit avec l'économie japonaise et la société japonaise. Et en tant que membre de la société japonaise, j'espère sincèrement que nous agirons au nom du Japon en tant que militants en Afrique. Et cette solidarité sera une source d'espoir. Et la conversation que nous avons entre nous peut être aussi une source d'espoir. Donc, continuons à agir. Voilà, c'est ce que j'ai à contribuer. Et Angela, qu'est-ce qui te donne de l'espoir dans ton travail? Je pense que aujourd'hui, cela vient confirmer que ce problème auquel nous sommes confrontés transcende les origines ethniques, le genre, toute construction sociale qui vise à nous séparer. Et nous pouvons nous unir et créer cette forme d'unité à travers les pays, à travers le monde. Pour moi, c'est ce qui me donne de l'espoir. Très bien. Vous tous me donnez de l'espoir dans le travail que nous faisons ici à Climate Reality. Je vous remercie d'avoir fait partie de ce panel aujourd'hui. Je veux remercier à nouveau nos panélistes, Masayoshi, Goshia, Angela et bien sûr le vice-président. Merci d'avoir participé à cette conversation. Si vous le pouvez, je vais vous inviter à rester avec nous pour notre prochain, le dialogue suivant, qui va porter sur l'expansion des véhicules à zéro émission et les transports à zéro émission. Et bien sûr, je vous encourage à faire partie de notre organisation. Allez voir les témoignages de gens comme vous. Vous pouvez trouver ces témoignages sur Instagram à Climate Reality et puis bien sûr sur notre site web www.24hoursofreality.org. Merci beaucoup. Merci à tous nos panélistes pour cette conversation
Formidable. Ce matin aux États-Unis et bien sûr en soirée, dans l'après-midi, en soirée ailleurs dans le monde. Passez une bonne journée et nous vous reverrons très vite pour le dialogue suivant. Merci.